Bienvenue au rendez-vous. Le débat peut commencer. Ça fait débat. Beaucoup de sujets qui font l'actualité. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo et les négociations à Kampala. Négociations entre Kinshasa et le M23 qui restent au point mort à attendre. Plusieurs médias captés ici en RDC, donc des médias étrangers. Les négociations entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement du 23 mars sont bloquées à Kampala. Cela coince à propos de l'exigence du M23 de faire signer un cessez-le-feu par le gouvernement congolais. Alors, ce sujet qui fait débat, on en parle avec Chérubin Okendele, président du FSIR, Front social des indépendants républicains, parti de la majorité. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèle Moussango, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare. Bienvenue. Merci beaucoup. Willy Makiachi, vous êtes député national. Palou Bandundu, bienvenue. Merci. Norbert Yamba, acteur de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Est-ce qu'on peut espérer à une issue pour qu'il y ait la paix, la quiétude dans la partie est de la RDC, Chérubin Okendele? Bien entendu, nous allons toujours déployer des efforts pour que la quiétude revienne à dans la partie est de notre pays. Et il va falloir que nous, Congolais, nous ne trompions pas d'adversaires ou d'ennemis. Là-dessus, nous n'avons jamais cessé de le répéter. Le M23, ce n'est qu'une fabrication du Rwanda. Et le Rwanda, dans cette mésaventure, n'est pas seul. Il est soutenu par certaines grandes puissances. Je crois que la pugnacité congolaise doit nous amener à sensibiliser davantage ces grandes puissances, à l'instar des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, où le temps commence à changer. Et nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut pousser l'administration américaine à dire à Museveni et à Kagame de cesser ces mésaventures parce que finalement, ce sont des vies humaines, c'est le pillage, c'est la destruction méchante d'un État souverain qui sont perpétrés à l'est de notre pays. Donc je me dis, nous, Congolais, ne devons pas nous limiter en si bon chemin, il faut continuer. Et le fameux cessez-le-feu que réclame le M23, non, c'est un bal de chauve. Et pourquoi le gouvernement refuse de signer les cessez-le-feu? Il ne faut pas signer un cessez-le-feu, sinon on consacre la partition de notre pays. Les prismes sont déjà tracés de manière à ce que le M23 s'enlise dans les territoires occupés. Dans l'entretemps, Dieu seul sait s'il n'y a pas de transplantation de certaines populations rwandaises dans ces territoires pour que finalement, avec l'usure et le temps, ils puissent revendiquer le principe d'autodétermination de peuple pour que, en fin de compte, ça soit le spectre sud-soudanais qui soit appliqué au Congo et leur ralliement dans la fameuse ou le fameux empire Imatousi. Aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. Donc, nous devons tenir bon et d'ailleurs, on doit davantage mettre le président Museveni devant ses responsabilités. Il est parmi les signataires de l'accord tripartite, Congo, Rwanda et Ouganda, demandant pardon, au M23 notamment d'évacuer de Goma de 20 km. Aujourd'hui, la réalité, c'est que M23 n'a pas évacué de 20 km. Il appartient maintenant au gouvernement de la RDC, présent à Kampala, de dire au président Museveni, de dire au M23 de respecter d'abord ses accords. D'autres subterfuges... Donc vous donnez raison, par exemple, à l'UDPS qui hier a appelé à ce que les négociations se passent ici à Kinshasa entre le M23 et le gouvernement, disant que les problèmes étaient internes. Non, pas du tout. Ce n'est pas un problème interne. Ici, nous sommes en face d'une agression. Le Rwanda et avec la complicité de l'Ouganda nous ont agressés. Mais quitte à savoir maintenant, dans la stratégie diplomatique, il ne faut pas fuir l'autre, l'adversaire, sinon vous jouez la politique de la chaise vide et ça ne paye pas. Donc nous avons fait œuvre utile d'aller même à Kampala pour dire à nos agresseurs et leurs complices que nous savons que c'est vous qui nous agressez, mais vous voulez internaliser cette crise comme si au Congo il n'y avait pas d'opposant à Joseph Kabila. Lui-même, Etienne Tshisekedi, il a été opposant à Mobutu, aujourd'hui il est opposant à Joseph Kabila et en interne ici on en voit encore davantage, mais ce n'est pas une raison pour justifier la prise d'armes et de tuer les Congolais et de piller notre pays. 4 minutes, c'est déjà. Alors, vous êtes fidèle, Moussango, vous êtes expert en communication, vous avez une autre lecture. Est-ce qu'il y aura une issue à, des dialogues ou des consultations, concertations de Kampala?
Mon frère, quand vous lisez l'histoire du Congo, c'est une histoire qui est parsemée de fleuves de sang depuis 60. Mais chaque fois que les Congolais ont voulu se surpasser, ils ont réussi. Mais quand vous avez un chef de l'État qui n'a pas une visibilité politique claire, qui navigue à vue, qui se comporte maintenant comme quelqu'un qui est noyé, qui s'accroche à n'importe quelle branche, jusqu'à légitimer les M23, alors là, vous n'aurez jamais gain de cause. Kabila risque de faire passer le temps et d'arriver à la fin, on dit, monsieur, partez, vous avez déjà fait deux mandats, vous partez, il va laisser les pays comme tel. Pourquoi je dis cela? Parce que regardez, il est établi ici que l'agression n'a pas commencé avec les M23. Ça a commencé avec Kabila, père et fils, avec l'Abdel. Il ne faut pas les en excuser. Et pire, lui et son père ont amené un Rwandais qu'ils ont placé à la tête de l'armée. Ça n'était pas une agression, c'était une guerre de libération. C'était une agression toujours. Au plan du droit international, c'est une agression. Quand vous avez une armée étrangère qui vient opérer arme au poing dans un pays voisin, c'est une agression. C'est ça le droit international. C'est pas parce que c'était Kabila père et fils, non, c'était une agression à commencer. Les gens, en leur temps, avaient dit ça. On n'a pas voulu comprendre qu'on venait d'introduire le cheval de Troie avec l'Afdel. Tous les secrets militaires sont partis à Kigali. Parce qu'il y avait James Kabarebe à la tête. Là. On les avait présentés comme étant un Mouniamoulin de faux, un Rwandais pur. Le RCD, même chose. Les Rwandais ont toujours voulu pénétrer le système sécuritaire du Congo. De sorte à faire venir des milliers de Tutsis ou Tutsis. Ce que Chérubin dit est contestable. Pourquoi? Parce qu'une balkanisation n'est plus possible maintenant. Regardez ce qui se passe au Mali. Rien que pour les sables, il y a une immobilisation internationale. Pourquoi? Parce que dès lors que vous coupez un pays, il n'y a que deux conditions pour arriver à la balkanisation territoriale. Soit des guerres interethniques interminables, soit des guerres à caractère confessionnel comme au Sud-Soudan. Regardez le Nigeria. Pourquoi il n'y a pas de balkanisation? Parce que le pétrole est au sud. Mais si le pétrole était au nord, les musulmans allaient décréter un État à part et dire, vous les chrétiens allez vous faire voir avec le sable. C'est parce que le pétrole est au sud, regardez la guerre de Biafra, que les nordistes ne peuvent pas décréter une sécession pour avoir la charia. On peut espérer à une issue? Le Congo va rester seul, on ne prendra jamais 1 mètre carré. Kabila passera. Les vrais nationalistes viendront, ils auront à dire à Kagame, à Museveni, les 4 vérités en face. Alors, restons sur Kampala. Négociation sans issue. Oui, mais écoutez, vous savez que déjà au départ, vous partez, vous, les victimes, vous allez négocier chez le bourreau. C'est jamais vu au monde. C'est comme si en 1942, on demandait à De Gaulle, président de la France libre, d'aller négocier à Berlin et serrer la main à Hitler. C'est ce qui se passe à Kampala. Chérubin Okende le sait que tous les rapports des experts de l'ONU disent que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui recrutent des Ougandais, des Rwandais. On leur donne la collaboration de M23 comme on l'a fait avec l'AFDEL, comme on l'a fait avec le RCD, le CNDP, et dit c'est une affaire congolo-congolaise. Maintenant, quand vous allez en Ouganda, vous dédouanez l'Ouganda et le Rwanda, et vous dites voilà, c'est une affaire congolo-congolaise. Comme c'était avec l'AFDEL, comme c'était avec le RCD. Et pourtant, c'est le Rwanda, l'Ouganda. Kabila a commis une faute grave, et c'est ce qui lui coûte maintenant l'accusation de trahison, d'aller négocier. Il avait dit non, d'accord, monsieur, mais nous allons négocier ailleurs. Mais en même temps, Kabila devait on dit que ce ne sont pas des négociations, le gouvernement ne fait qu'écouter. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Ils font quoi? Ils jouent au basketball? Au football? Alors, c'est déjà 4 minutes, on va revenir à vous. Vous dites ceci, le mot est celui-ci. Kabila a échoué sur le plan diplomatique parce que là, il a dédouané l'Ouganda et le Rwanda. Sur le plan politique interne, il a des problèmes de légitimité ici. Sur le plan militaire, il n'a pas d'armée. Pendant 15 ans qu'il était à la tête du pays, il n'a pas d'armée. Maintenant, il faut saisir le plan judiciaire. Aucun ne le sait. Il faut, on ne sait pas quand est-ce que Kabila va saisir la CPI avec les rapports des experts indépendants de l'ONU pour dire mon pays est agressé. Ceux qui l'agressent, ils sont dénoncés par le gendarme mondial qui est l'ONU. Quand il va saisir, il a peur de quoi? S'il a peur, il n'a qu'à changer au Kende, il n'a qu'à changer moi et vous, on va à la CPI ou les ONG congolaises. Il les saisit pourquoi? Il a échoué sur le plan, il est sur le plan judiciaire. Dès que Kagame sera soit pointé du doigt comme il l'est maintenant, preuve à l'appui, quand on va m'attaquer, quand on va envoyer au Kende, d'aller en Belgique, de faire des conférences de débats, d'aller voir le roi, d'aller voir le Parlement belge pour dire, là, voici les preuves. C'est le gendarme international qui dénonce l'agression et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ok, Fidèle. Alors là, équilibre de débat.
tant qu'il ne fera pas ça, eh bien, nous sommes patients, le Congolais. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. On a vu son père, on le verra lui, il partira. Fidèle, on va revenir à vous dans un instant. Willy Makache, vous êtes de la majorité parlementaire. On vous charge, vous qui êtes du côté du pouvoir. Votre réaction? Ma réaction d'emblée, je dirais que c'est lui, le co-débatteur qui venait de parler maintenant, j'ai l'impression que c'est lui qui navigue à vue. Parce que déjà lorsqu'il dit qu'en droit international, il y a une armée qui entre avec pointe, mais comment l'armée entre en pointe? En droit international, il est acquis dans les droits de la guerre que des forces en guerre peuvent requérir aussi l'apport des autres forces amies et consorts. Mais comment ces forces se comportent, c'est en ce moment-là que les responsabilités peuvent être établies sur le plan du droit international dans le domaine du droit de la guerre. Mais je voulais corriger pour dire que l'AFDEL n'était pas une agression, parce que l'AFDEL était plutôt une révolution, parce qu'elle a ainsi été consacrée. Alors à ce moment-là, il faut partir de la définition des concepts pour les comprendre. C'est quoi une agression? C'est quoi une révolution? Il aura compris que l'AFDEL, c'était plutôt une révolution parce qu'elle a été acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Le Rwanda n'est entré qu'en appui, il a été sollicité. Il n'y avait pas que le Rwanda, il y avait l'Angola qui a joué d'ailleurs le rôle de premier plan. On n'en a jamais parlé assez. On dit Rwanda, Rwanda, mais ils étaient combien les Rwandais? Parce que Laurent Désiré Kabila l'a dit. Combien étaient-ils par rapport au nombre de militaires qui ont mené cette révolution jusqu'à Kinshasa? Les Angolais, ils étaient superbement armés, ils étaient beaucoup plus performants que n'importe qui. On ne parlait pas d'eux. Les Angolais ne sont pas venus agresser. Ils étaient venus en appui aux forces révolutionnaires en tant que pays amis dans l'histoire des nations, parce qu'on partage aussi la même idéologie avec le gouvernement angolais de Dos Santos sur le plan de la gauche, des socialistes dans l'espace de l'Afrique centrale que nous partageons ensemble. Ça, c'est en fait une rectification, mais aussi, il ne peut pas dire que le président de la République navigue à vue et qu'il a échoué diplomatiquement, mais non. En même temps qu'il dit une chose, il dit son contraire, parce qu'il dit maintenant Kagame est pointé du doigt. Mais qui a fait que Kagame soit pointé du doigt? C'est la République démocratique du Congo via ses institutions. Non les rapports des Nations Unies, des commissions des Nations Unies. Les Nations Unies également l'ont fait parce qu'elles sont venues en appui aussi à la République démocratique du Congo en tant que Nations Unies. La République elle-même, l'État en tant que membre du concert des nations, l'État a joué son rôle. À tout moment, tout le monde a suivi les porte-paroles du gouvernement. La Constitution est claire. Chaque ministre est responsable de son département, de son ministère, sous la coordination et la direction du Premier ministre. Et il en rend ainsi compte. Alors, vous avez la responsabilité sectorielle du ministre en charge de la communication, médias, nouvelles citoyenneté et consorts. Mais au quotidien, il donne tout ce qui sort du Conseil des ministres et dans la gestion quotidienne de son secteur communicationnel, il raconte de tout ce que la République pense. Vous ne pouvez pas ne pas dire que c'est que le ministre en charge de ces questions, porte-parole du gouvernement. Lorsque le porte-parole du gouvernement rend public la position du gouvernement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le président de la République qui l'a dit en tant qu'institution relevant de l'exécutif, le gouvernement autant et le conseil des ministres entendu, c'est le porte-parole du gouvernement qui en rend compte au regard des attributions constitutionnelles. Il cherchait à savoir en une minute, les Nations Unies qui vous donnent la faveur en pointant du doigt l'ennemi, et pourquoi le gouvernement ne saute pas sur l'occasion? Mais non, les Nations Unies ne donnent pas la faveur, je viens de vous le dire. Je viens de vous dire que c'est d'abord la République démocratique du Congo, l'État congolais, le gouvernement congolais qui était monté au créneau. Les Nations Unies n'ont fait qu'emboîter les pas parce qu'avant, l'État congolais ne se faisait pas entendre. Suite à cette diplomatie tous azimuts, il s'est fait que les Nations Unies ont emboîté les pas au gouvernement congolais qui est monté au créneau autant de fois telles que je venais de le dire via les porte-parole du gouvernement et via d'autres structures, même les médias aussi que vous êtes. Lui-même aussi en